Si può procedere. Merci Mattia. Bonsoir à tout le monde. C'est un honneur pour nous d'avoir ici ce soir Madame Annie Bidbol, mais je tiens beaucoup à remercier tous les autres participants. Je dois commencer toutefois, avant de donner la parole à Monsieur Meschini pour la présentation de notre Madame Bidbol ce soir, pour une communication triste che je vais lire in italiano. È venuto a mancare questa settimana all'affetto dei suoi cari il giovane Giovanni Pallara, iscritto al percorso italo-francese del corso di laurea in scienze filosofiche per una malattia purtroppo invincibile. Docenti, amministrativi e studenti di Unisalento e di Paris-Sorbonne si stringono attorno alla famiglia per la dolorosa scomparsa del carissimo Giovanni, uomo di raro coraggio e fine studioso della filosofia. Vorrei leggere anche un brevissimo ricordo e saluto dei suoi compagni studenti. Caro Giovanni, la tua luce ha arricchito il nostro corso di studi, la tua profonda intelligenza è stata per tutti noi un solido stimolo, la tua simpatia una preziosa compagnia. Ti porteremo per sempre con noi. Buon viaggio, caro amico e collega. In memoria, je voudrais demander à tout le monde une minute de silence. Grazie a tutti. Franco, prego. Buonasera a tutti. Ringrazio il professor Agostini che ha voluto che presentassi, è per me un privilegio, l'amica e professoressa Annie Bidbol Espériès. È un privilegio perché significa presentare la studiosa i cui contributi rappresentano più di ogni altro un sicuro punto di riferimento negli studi del pensiero medico del Seicento, in particolare di Descartes. A cominciare dal fondamentale Le Principes de la vie chez Descartes, che è senz'altro uno dei testi che maggiormente hanno contribuito a promuovere gli studi cartesiani nell'ambito della medicina e nel mentre ha delineato gli aspetti fondamentali della fisiologia cartesiana, ha portato alla luce una serie di fonti del pensiero medico cartesiano, a cominciare soprattutto da Caspar Boème. Non meno importante è stata l'edizione che è seguita da lì a poco, Le Principes de la vie del 1989, di lì a poco Annie Bidbol Espériès ha pubblicato un'importante edizione del mondo e dell'homme di Descartes, corredata da un ampio commento e, cosa abbastanza rara, da un apparato importante di figure. Sulle fonti del pensiero medico cartesiano è tornata anche recentemente in un dossier pubblicato nel Bulletin Cartésien. Gli studiosi sono senz'altro, io in particolare, debitore a queste indagini che hanno permesso di far emergere da quel limbo in cui spesso era stata collocata la medicina cartesiana
e farla emergere ponendola a confronto delle sue fonti. D'altro lato sarebbe limitativo se ci fermassimo ai suoi studi su Descartes, poiché muovendo dalla filosofia, dalla medicina del filosofo francese, ella ha studiato figure fondamentali come Vesalio, soprattutto Harvey, Regius, in particolare Bohème, il cui Theatrum Anatomicum ella ha indicato come una delle fonti principali del del filosofo francese, anche i suoi studi su Regius, e recentemente diciamo, sta lavorando, penso che non sia ancora uscita, almeno io ancora non ho avuto modo di vederla, sta lavorando da tempo ad una edizione delle opere mediche di Descartes che dovrà uscire nelle œuvres complètes di Descartes dirette dal compianto Jean-Marie Beissad e da Denis Cambuchner. Ricordo come la stessa Annie in un convegno a Lione di qualche anno fa riferiva la meraviglia di Cambuchner quando Cambuchner ha visto il materiale veramente voluminoso di questo volume sulla medicina cartesiana, in cui nel volume mi pare di capire allora che non è ancora uscito, e nel volume ci sarà un'edizione dell'uomo, un'edizione della descrizione del corpo umano, una edizione delle prime cogitationes circa generationem, degli anatomica del Quedam, quindi veramente attendiamo questo volume, perché sarà uno strumento fondamentale per proseguire negli studi cartesiani. Annie Bollesperiès è un'attenta studiosa, direi a tutto campo del pensiero medico cartesiano, perché non si è fermata solo agli aspetti più filosofici, ma essa è attenta alla lingua medica di Descartes, è attenta agli aspetti più tecnici, ecco, quindi rappresenta costantemente per chi studia questi aspetti un punto di riferimento. Ecco, io sono quindi molto felice di presentarla, che lei abbia accettato di partecipare a questo seminario che, come dicevo, mi pare che sta dando degli ottimi risultati, e la presenza è sempre numerosa, gli interventi sono stati tutti di grande rilievo. E quindi ora cedo la parola alla relatrice. Grazie e buonasera. Je remercie les professeurs Igor Agostini et Franco Aurelio Meschini pour leur invitation au séminaire de Lecce. Je ne suis pas sûre d'avoir mérité tous les compliments que le professeur Franco Aurelio Meschini m'a adressés, ma grazie Franco. Et en tout cas, je suis très honorée de participer à ce séminaire et de proposer une synthèse de mes travaux. Je propose aussi de dédier cette séance à Carlo Giovanni. J'ai été très émue par ce que le professeur Igor Agostini a dit au début de cette séance. Descartes s'est intéressé à la médecine fin 1629 pour inclure une étude de l'homme dans l'ambitieux traité du monde qu'il rédigeait alors. Descartes a travaillé sur des questions d'optique, d'acoustique, de cosmologie, de physique, et il écrit à Mersenne le 18 décembre 1629 qu'il veut commencer à étudier l'anatomie. C'est là un authentique début d'étude, car on ne trouve pas trace chez lui d'un intérêt pour la médecine avant 1629.
Mais dès qu'il s'est intéressé aux questions médicales, Descartes a cherché s'il y a moyen de trouver une médecine qui soit fondée en démonstrations infaillibles. Il a confirmé cette ambition, associée à la conservation de la santé, à propos de laquelle il a dit qu'elle était sans doute le premier bien et le fondement de tous les autres biens de cette vie. Pour réaliser cette entreprise audacieuse, orientée vers une médecine pratique, Descartes a beaucoup lu et pratiqué de nombreuses dissections. En témoigne la lettre à Mersenne du 15 avril 1630, la grande lettre sur les vérités éternelles, où Descartes écrit « J'étudie maintenant en chimie et en anatomie tout ensemble, et j'apprends tous les jours quelque chose que je ne trouve pas dans les livres. » Descartes ne dit rien des livres qu'il a consultés. Mais le 20 février 1639, évoquant les lectures et les dissections qu'il occupe depuis 11 ans, ce qui renvoie à fin 1629, puisque Descartes compte généralement les années initiales et finales, Descartes précise, je cite, « En effet, j'ai considéré non seulement ce que Vesalius et les autres écrivent de l'anatomie, mais aussi plusieurs choses plus particulières que celles qu'ils écrivent, lesquelles j'ai remarquées en faisant moi-même la dissection de divers animaux. » La référence à Vesalio, et aux autres, jointe à la pratique de la dissection de divers animaux, situe Descartes dans la continuité du renouveau médical de la Renaissance, dont Vesale est la figure emblématique. C'est pourquoi il me semble que le monde, avec l'homme, ambitionne d'unir et d'actualiser l'héritage intellectuel de l'année 1543, autrement dit, les découvertes du Nouveau Monde décrites par Copernic, aux avancées de la science anatomique restaurées par Vesale dans son grand livre sur la fabrique du corps humain, De Humani Corporis Fabrica. Il est intéressant de noter que le premier tiers du XVIIe siècle connaît aux Pays-Bas, où Descartes est installé depuis le printemps 1629, un regain d'intérêt pour Vesale, dont témoigne la publication de livres, mais en petit format, se réclamant de Vesale. Il faut faire défiler quelques images, s'il vous plaît, Mathia. Voilà, Vesalius. Voilà. La Renaissance vésalienne est inscrite dans le célèbre tableau de Rembrandt, l'anatomie du docteur Tulp, contemporain de la rédaction de l'Homme. Si Tulp a souhaité être représenté en train de montrer les muscles de l'avant-bras qui commandent la flexion des doigts de la main, dans une leçon d'anatomie aussi admirable qu'improbable, c'est que cette représentation l'impose comme nouveau Vesale, parce que le portrait du jeune Vesale qui ouvre la fabrica le montre avec un bras disséqué. Cette renaissance vésalienne se traduit aussi par la diffusion dans toute l'Europe de traités en format réduit s'inspirant de Vesale. C'est le cas pour la slide suivante avec le Theatrum Anatomicum de Gaspard Bohain, le théâtre anatomique, publié en 1605, augmenté en 1620-1621. Bohain, professeur de médecine à Bâle, figure en première place parmi les autres anatomistes que Descartes a consultés. Dès l'Homme, Descartes souligne l'indispensable recours aux anatomistes et Bohain est un savant anatomiste qui reprend les planches tirées de Vesale, mais selon l'ordre de la dissection, les actualise et les regroupe de façon pertinente, comme le montre par exemple celle du cœur. Slide. Voilà, ça c'est le cœur chez Vesale et la suivante c'est le cœur chez Bohain avec le regroupement. Ces planches ont guidé Descartes dans les dissections qu'il pratique à Amsterdam, où durant l'hiver 1629, il habite Kalverstraat, la rue des Veaux, autrement dit celle des bouchers, qui le fournissent en organes frais. 10 ans plus tard, Descartes écrira « Ce n'est pas un crime d'être curieux de l'anatomie, et j'ai été un hiver à Amsterdam, que j'allais quasi chaque jour en la maison d'un boucher pour lui voir tuer des bêtes, et je faisais apporter de là en mon logis les parties que je voulais anatomiser plus à loisir. » Il ajoute « Ce que j'ai encore fait plusieurs fois en tout lieu où j'ai été, et je ne crois pas qu'aucun homme d'esprit m'en puisse blâmer. » Notons que les traités d'anatomie que Descartes a consultés, les dissections qu'il a pratiquées
et les textes qu'il a rédigés sont antérieurs à l'invention du microscope qui n'a été mis au point qu'après la seconde moitié du XVIIe siècle, après la mort de Descartes donc. Descartes écrit avant l'injection de colorants dans les vaisseaux, avant la mise au point de techniques d'enregistrement des mouvements et bien sûr, avant les techniques d'exploration traversant les corps. Descartes, à la suite de Vézal et de Bohain, utilise la vue et le toucher, les yeux et les mains. Les dissections de Descartes montrent une prédilection pour les organes du corps alors qualifiés de principaux, cœur, foie et cerveau. Ces organes sont liés, dans la tradition médico-philosophique héritée de l'Antiquité, mais encore vivace au XVIIe siècle et représentée par les noms d'Hippocrate, d'Aristote et de Galien, à des affirmations péremptoires sur leurs rôles respectifs, leurs usages et leurs liens avec les différentes facultés invoquées pour rendre compte des fonctions du corps. Faculté naturelle dans le foie, faculté vitale dans le cœur et faculté animale dans le cerveau. Des débats concernent l'ordre d'apparition du foie et du cœur lors de la gestation, question liée à la réflexion sur le statut du principe de vie. Mais il est admis que le foie est le principe des veines où coule le sang chargé de nutriments, que le cœur est le principe des artères où coule le sang chargé d'air ou du mystérieux pneuma, et le cerveau, celui des nerfs où coulent les esprits animaux. Ces esprits animaux sont les plus fins et les plus nobles dans la triade héritée de Galien. Ils sont élaborés dans le cerveau à partir de l'air et des esprits vitaux engendrés dans la chaleur du cœur, après transformation des esprits naturels issus d'une coction dans le foie. Lire le Theatrum Anatomicum de Bohain permet de comprendre l'originalité de la démarche scientifique cartésienne appliquée à la médecine. On saisit mieux l'enjeu des hypothèses mécanistes proposées par Descartes et son opposition à la tradition médicale. Cette tradition véhicule des considérations téléologiques sur les pouvoirs d'une nature personnifiée, d'âme nature ou natura, écrite avec un grand N majuscule. Natura, qu'il faut admirer pour la création du corps humain sain, mais parfois redouté dans le cas des monstres. On comprend mieux l'importance de l'unité voulue par Descartes entre le monde et l'homme, autant que l'intérêt en médecine du chapitre 7 du Monde, avec le rejet d'une nature assimilée à quelque déesse ou quelque autre puissance imaginaire, et l'affirmation que ce mot signifie la matière même, soumise aux lois établies par Dieu. En disséquant, Descartes aborde les questions les plus complexes en médecine et les plus controversées. Celle de la génération, autrement dit de la conception et du développement du fœtus dans l'utérus maternel, celle du mouvement du cœur et celle de la structure intracérébrale. L'enjeu de ces questions dépasse le cadre strictement médical qui nous est devenu étranger en raison des immenses progrès de la médecine et des techniques d'exploration des corps. La question de la génération est alors un des grands mystères, un des grands secrets de la nature. Autant que le mouvement du cœur, et comme lui, inaccessible à la vue, le mystère de la génération est impénétrable et admirable. Du Laurence parle de causes très obscures. Les médecins en appellent tous à l'autorité de Galien, qui a déclaré que cela échappe à l'entendement humain et ne peut susciter que l'admiration, faute de pouvoir être compris. Superat humanum ingenium, mirari quidem possumus, intellegere autem non possumus. Le mystère lié à la génération reste d'autant plus impénétrable que les planches anatomiques sur l'intérieur du corps féminin, slide, again, encore, voilà, parfait, que les planches anatomiques sur l'intérieur du corps féminin sont peu exactes et celles des fœtus avortés à différents moments de leur développement sont rares. L'utilité des images dans l'enseignement médical est d'ailleurs encore débattue, comme chez Riol-en-Fils. Un superbe livre in folio se distingue par la qualité d'ensemble de ces gravures qui ne concernent pas seulement l'utérus féminin et le développement du fœtus humain. Slide, please. OK.
mais qui comporte des illustrations des vaisseaux ombilicaux, du placenta, ainsi que des fœtus de plusieurs mammifères animaux, avec et sans les membranes qui les enveloppent. C'est le De Formato Fetu, sur la formation du fœtus, publié à Venise en 1604. Son auteur est l'illustre enseignant de l'université de Padova, Hieronymus Fabricius ab Acquapendente Girolamo Fabrizio, qui y a enseigné pendant plus de 45 ans, attirant des étudiants de toute l'Europe, parmi lesquels Gaspard Boin et William Harvey. Les fragments latins de Descartes prouvent qu'il a lu ce traité embryologique, comme il a lu celui sur la formation de l'œuf et du poulet, De Formatione Ovi et Pulli, publié à Padoue en 1621. Descartes a consulté ce traité. Il y a d'autres, voilà, encore. Ok. Descartes écrira à Mersenne le 2 novembre 1646. Et pour la formation des poulets dans l'œuf, il y a plus de 15 ans que j'ai lu ce que Fabricius ab Acquapendente en a écrit. Et même j'ai quelquefois cassé des œufs, pour voir cette expérience. Mais j'ai eu plus de curiosité, car j'ai fait autrefois tuer une vache que je savais avoir conçue peu de temps auparavant, exprès afin d'en voir le fruit. Et ayant appris par après que les bouchers de ce pays en tuent souvent qui se rencontrent pleines, j'ai fait qu'ils m'ont apporté plus d'une douzaine de ventres dans lesquels il y avait de petits veaux, les uns grands comme des souris, les autres comme des rats et les autres comme de petits chiens, où j'ai pu observer beaucoup plus de choses qu'en des poulets, à cause que les organes y sont plus grands et plus visibles. Les Exercita Anatomica prouvent que Descartes a fait des expériences sur les œufs couvés et qu'il a disséqué des fœtus de veaux de plus en plus jeunes. Mais auparavant, dans les premières pensées sur la génération des animaux, il avait abordé les questions de la conception avec le mélange des semences masculines et féminines et celles liées au mystère de la vie intra-utérine. Quels sont les liens exacts entre le fœtus et sa mère? Que fait le fœtus dans l'utérus maternel? Quelle est sa position habituelle? Comment se nourrit-il et que mange-t-il? Que rejette-t-il? Émet-il des sons? Comment respire-t-il? Autant de questions controversées, comme celles relatives au premier organe formé, au fonctionnement ou pas du cœur et des poumons pendant la vie prénatale. Ces premières pensées le sont au sens chronologique, puisque les idées de Descartes vont évoluer. En effet, l'étude de la génération est d'abord liée à la rédaction de l'homme, qui constitue le chapitre 18 du traité du monde. Mais en juin 1632, après avoir délibéré pendant 1 mois, Descartes renonce à décrire comment se fait la génération des animaux dans son monde à cause que cela lui tiendrait trop longtemps. C'est aussi ce qu'il affirme 5 ans plus tard, dans la 5e partie du discours de la méthode, son premier livre publié à Leyde en 1637, sans nom d'auteur, avec 3 essais, la dioptrique, les météores et la géométrie. Dans le discours de la méthode, Descartes présente le traité qu'il a renoncé à publier après la condamnation du Dialogo de Galilée en 1633. Slide. Parfait. Condamnation qui est un grand choc pour Descartes. Mais la présentation de l'homme dans le discours n'est pas un résumé exact. Il existe entre l'homme et le discours de la méthode un écart important qui se lie dans la redistribution des thèmes médicaux abordés dans l'homme et dans l'approfondissement des recherches médicales de Descartes. Puisqu'il y a un mouvement défendu, celui de la Terre, auquel il s'était rallié, Descartes va défendre 2 autres mouvements également inconnus à nos yeux, ceux qui se déroulent non plus dans le monde, mais dans l'homme. Descartes va défendre sa conception du mouvement du cœur et va prendre la défense du mouvement du sang, récemment démontré. En choisissant le cœur comme objet d'étude privilégié dans le discours de la méthode, Descartes traite d'un des organes principaux du corps selon la hiérarchie établie par Aristote et reprise dans les traités médicaux du XVIIe siècle. À ce moment encore, le cœur dispute au cerveau, voire à une partie du cerveau, le rôle de médiateur entre l'âme et le corps. Les anatomistes qui étudient ce viscère soulignent qu'il est difficile de décrire son admirable composition et structure, mais estiment que cette étude permet d'accéder à de merveilleux secrets de nature, naturae arcana.
Tenter d'expliquer le mouvement du cœur, si difficile à observer, comme c'était le cas, était un réel défi. Les anatomistes pensaient qu'il ne pouvait être connu que par nature et Dieu. En 1628, un médecin anglais, William Harvey, a relevé ce défi en citant cette phrase au début de son traité latin sur le mouvement du cœur, De motu cordis, publié à Francfort. Le discours de la méthode rejette l'explication de Harvey sur la cause du mouvement du cœur. Ce désaccord vient de la lecture du De motu cordis que Descartes a faite fin 1632 après avoir traité ce thème dans L'Homme. En novembre ou décembre 1632, Descartes écrit à Mersenne « Je parlerai de l'homme en mon monde un peu plus que je ne pensais, car j'entreprends d'expliquer toutes ses principales fonctions. J'ai déjà décrit celles qui appartiennent à la vie, comme la digestion des viandes, le battement du pouls, la distribution de l'aliment, etc. et les 5 sens. J'ai vu le livre De motu cordis, dont vous m'aviez autrefois parlé, et je me suis trouvé un peu différent de son opinion, quoique je ne l'ai vu qu'après avoir achevé d'écrire de cette matière. Cette indication chronologique Cette indication chronologique de lecture ne saurait être contestée. L'explication du mouvement du cœur fournie dans L'Homme n'est pas compatible avec celle que Harvey expose dans son traité. Descartes va défendre sa propre interprétation contre celle de Harvey dans le discours, puis dans les passions et la description du corps humain. L'Homme est aussi le seul texte où Descartes évoque la circulation du sang, sans citer ni le nom de son génial inventeur, ni les preuves que Harvey a avancées, ce que Descartes fait à partir du discours de la méthode. Car le De motu cordis contient aussi une autre démonstration capitale, celle du mouvement du sang, également inscrite dans le titre. Exercitatio de motu cordis et sanguinis in animalibus, où exercitatio prend le sens de démonstration anatomique du mouvement du cœur et du sang dans les êtres vivants, dès que l'on ouvre le traité. Sous son format réduit, 17 chapitres, 72 pages, il s'agit d'un ouvrage profondément novateur qui va mettre du temps à s'imposer en médecine. Harvey démontre la circulation du sang, que Descartes est un des premiers en Europe à approuver après vérification des preuves anatomiques avancées par le médecin anglais. C'est le cas, par exemple, sur l'implantation et la forme des valvules du cœur qui imposent un sens au mouvement du sang. C'est le cas aussi sur la structure évolutive du cœur depuis la vie intra-utérine, avec le canal artériel et le foramen ovale, particularité de la vie intra-utérine ou de la vie fœtale, car les enfants ne respirent pas avant la naissance, comme l'a démontré Harvey. Ils n'ont pas l'usage de leurs poumons. Harvey a aussi démontré l'importance du cœur et de son fonctionnement pendant le développement embryonnaire. Il a souligné la palpitation du cœur, principe de vie. Le premier domaine où Descartes a approfondi ses recherches est celui de l'anatomie et de la physiologie cardiaque, en liaison avec les nouvelles dissections de cœurs de bœuf et de jeunes veaux, ainsi que d'embryons de veaux avec leur compte-rendu dans les Excerpta Anatomica. Avec Harvey, le cœur affirme sa préséance parmi les organes principaux du corps et le sang devient le fluide fondamental du corps parmi les 4 humeurs traditionnelles. Le sang, le phlegme ou pituite, la bile jaune et la bile noire ou mélancolie. Si Descartes, qui n'est pas médecin de profession, défend explicitement la circulation du sang dans le discours de la méthode, en louant son découvreur dont il cite le nom latinisé avec le titre De motu cordis en marge du texte. Et si Descartes discute l'explication du mouvement du cœur donnée par le praticien anglais, médecin du roi Charles Ier et professeur d'anatomie au Royal College of Physicians, c'est que Descartes, lui, a consacré aussi beaucoup de temps à la médecine. Descartes s'est formé à cette discipline dans ces années où, exception faite de l'université de Padoue, université de la République de Venise, l'enseignement médical en Europe est inégal selon les universités, généralement médiocre et accordant une place parcimonieuse aux dissections d'êtres humains. Descartes n'a pas cherché à obtenir un diplôme en médecine, mais il a lu les meilleurs traités disponibles et il a pratiqué des dissections, seul et avec des amis. Il peut écrire à Mersenne, le 20 février 1639,
Je crois qu'il n'y a guère de médecin qui y ait regardé de si près que moi. Le recours à l'expérience anatomique ouvre l'exposé médical de la 5e partie du discours de la méthode, puisque Descartes demande à ses lecteurs, non versés dans l'anatomie, de faire couper devant eux le cœur de quelque grand animal qui ait des poumons, car il est en tous assez semblable à celui de l'homme. Mais Descartes passe sous silence les considérations de Harvey sur la nature qui ne fait rien en vain. La méthode cartésienne rejette les considérations téléologiques sur la nature issue d'Aristote, amplifiées par Galien dans le De Usu Partium et banale en médecine. Descartes ne dit rien de l'admiration qu'éprouve Harvey pour l'admirable mécanisme des valvules, des fibres et de toute la fabrique du cœur. Avec ce rejet implicite du contexte philosophique aristotélicien, vitaliste et finaliste dans lequel Harvey a inscrit sa brillante découverte, Descartes apporte un changement de perspective à la radicale nouveauté introduite par Harvey. C'est ce nouveau contexte qui s'imposera d'abord aux Pays-Bas, dans la jeune université d'Utrecht, grâce à l'enseignement du professeur de médecine Henricus Regius, Hendrik de Roy, dont Descartes corrigera les thèses de médecine qu'il fait soutenir, comme en témoignera l'échange épistolaire des années 1640-1641. Je pense que c'est par rapport à Harvey que s'est affirmée chez Descartes la nécessité de renouveler le lien traditionnel entre médecine et méthode, et que c'est encore par rapport à Harvey que l'exigence de refonder le lien entre médecine et métaphysique s'est manifestée, ce que le défi des dissections de cerveau a confirmé. En effet, l'homme ne contient pas non plus, à la différence du discours de la méthode, et contrairement à la présentation qui en est faite, l'exposé de Descartes, slide, sur l'âme raisonnable. J'avais décrit après cela l'âme raisonnable et fait voir qu'elle ne peut aucunement être tirée de la puissance de la matière et comment il ne suffit pas qu'elle soit logée dans le corps humain, ainsi qu'un pilote en son navire. L'homme s'interrompt au moment où Descartes va aborder la question de l'âme raisonnable. Ces passages ont-ils disparu? Je ne le pense pas. Revenons à la fin de l'année 1632, moment qui me paraît décisif dans l'évolution intellectuelle de Descartes et dans l'enjeu de ses recherches. Il lit le traité de Harvey, mais avant de signaler à Mersenne cette lecture décisive, Descartes écrit « J'anatomise maintenant les têtes de divers animaux pour expliquer en quoi consiste l'imagination, la mémoire, etc. » C'est là une affirmation audacieuse qui n'a pas reçu l'attention qu'elle méritait. Disséquer des cœurs et des cerveaux d'animaux, c'est affronter la question du statut et du siège du principe de vie au risque de susciter des controverses, non seulement médicales, mais philosophiques et religieuses. Disséquer des cerveaux d'animaux, c'est examiner en outre indirectement la spécificité de l'âme humaine, tenir compte des facultés mentales singulières que sont l'imagination et la mémoire, étudiées depuis l'Antiquité, et sonder le lieu d'élaboration des esprits animaux. Le second domaine dans lequel Descartes a approfondi ses recherches concerne l'analyse des sensations, comme le montre le premier des essais, la dioptrique, en liaison avec les dissections de cerveau de bœuf, de veau et de mouton, les dissections d'yeux, d'oreilles, rapportées dans les Excerpta Anatomica. Le cerveau, comme le cœur, n'est pas un organe, un viscère à la structure complexe, uniquement associé à des considérations anatomiques. Dans la tradition médicale, le cœur est un médiateur entre l'âme et le corps, et le cerveau est le lieu de l'âme souveraine que tiennent à préserver les théologiens. En effet, les théologiens rejettent sa présence chez les singes, les chiens, les chevaux, les ovins, les bovins et animaux de ce genre, comme le souligne Vézal, qui insiste aussi sur la proximité de structure entre le cerveau humain et les cerveaux des singes, des chiens, etc. Qu'en est-il donc de la spécificité humaine alors que la proximité anatomique des cerveaux est si grande? Descartes fait donc face aux questions vertigineuses que soulève Vézal en examinant les cerveaux, questions relayées par les autres anatomistes que Descartes a consultés. La situation est d'autant plus complexe que les anatomistes tiennent compte de l'héritage aristotélicien du de anima,
Ainsi, dans les traités d'anatomie, l'âme a la particularité de se diviser. Âme végétative, âme sensitive liée au sens, à la sensation et au mouvement, âme rationnelle propre à l'homme, sans oublier l'invocation de Platon avec la tripartition de l'âme, concupiscible, irascible et rationnelle. Selon Vézal, l'âme irascible siège dans le cœur, mais l'âme principale, princeps anima, ne saurait y être située. Elle a son siège dans le cerveau. Et les fonctions de cette âme, imagination, raisonnement, mémoire, sont liées à l'étude du cerveau. Mais comment le cerveau accomplit-il son office? Question vertigineuse, puisque l'examen des circonvolutions du cerveau montre que même les ânes qui sont ignorants ont un cerveau complexe. Vézal évoque le gouffre d'impiété où tombent ceux qui entreprennent de scruter de leurs propres mains dans les corps humains et les corps d'animaux. Mais Vézal dissèque des cerveaux humains et il est le premier à offrir des illustrations de ces cerveaux suivant le cours de la dissection. Bohain regroupe ces images et ajoute une nouvelle manière de disséquer le cerveau, celle de Varolius. C'est une section par la base. Comment comprendre et expliquer les fonctions du cerveau? Où situer la différence entre l'homme et les animaux? Où placer le siège de l'âme humaine? Question d'actualité au moment où les dissections d'êtres humains se répandent en Europe. Toutes ces questions dont Descartes s'empare. En cette fin 1632, Descartes rencontre donc plusieurs problèmes complexes dans la rédaction de l'homme. Après la lecture du traité de Harvey et celle des chapitres sur l'anatomie du cerveau chez Vézal et les autres, il se heurte à des questions complexes dont l'enjeu déplace le domaine médical et il comprend qu'il lui faut encore modifier le chapitre sur l'homme avant d'y renoncer et de l'abandonner. À mon avis, c'est au même moment qu'il abandonne les régulés, mais il laisse faire des copies du traité de l'homme. Il a fallu du temps à Descartes pour traiter ces questions ardues. Et le contexte médical éclaire les innovations du discours de la méthode avec la dioptrique par rapport à l'homme. D'une part, le discours introduit le thème de la distinction entre l'homme et les animaux à la fin de la 5e partie, en balayant les comparaisons traditionnelles en médecine. Station droite de l'homme, yeux levés vers le ciel, dignité de son corps venant de l'âme, principe de vie, microcosme se distinguant des animaux par l'âme, la raison, la parole, la main, et parce qu'il est la fin de la création divine et son corps souvent considéré comme le livre de Dieu. D'autre part, la dioptrique innove avec les discours 3 à 6. D'une manière, c'est vraiment une manière radicalement nouvelle de traiter la question traditionnelle en médecine de la nature de l'homme. Le discours 4 de la dioptrique sur les sens en général évoque les pathologies affectant le cerveau et les nerfs, puis relève un défaut de compréhension des usages ou fonctions des nerfs chez les anatomistes et médecins. La fin de ce discours 4 cite une certaine petite glande qui se trouve environ le milieu de ses concavités, au cerveau donc, et est proprement le siège du sens commun. C'est la glande H dans l'homme. Cette glande sera nommée dans la correspondance de 1640 glande conarium en forme de cône ou pinéale en forme de pomme de pin. C'est l'épiphyse, cette glande que Descartes avait souhaité voir à Leyde 3 ans auparavant lors de la dissection d'un corps féminin. Mais il avait été impossible de reconnaître cette glande, ce que déplore Descartes dans cette lettre à Mersenne, en soulignant qu'il en connaissait fort bien la situation, parce qu'il était habitué à la trouver dans les animaux fraîchement tués, sans aucune difficulté. Descartes ajoute qu'un vieux professeur qui faisait cette anatomie, nommé Walcher, c'est le professeur Valkenburg, lui confessa qu'il ne l'avait jamais pu voir en aucun corps humain. Descartes précise « Ce que je crois venir de ce qu'ils emploient ordinairement quelques jours à voir les intestins et autres parties avant que d'ouvrir la tête. » Descartes sait que le protocole présidant aux leçons d'anatomie rend impossible l'observation des glandes du cerveau. La dissection d'un corps humain, qui se déroule alors sur plusieurs jours en hiver, commence pour d'évidentes raisons de conservation par le ventre inférieur, l'abdomen, se poursuit par le ventre médian, le thorax, puis par le ventre supérieur ou la tête, et se termine par les membres, d'où l'inévitable corruption des glandes logées dans le cerveau et l'impossibilité de leur observation. D'où aussi l'utilité des planches anatomiques
du Theatrum Anatomicum auquel il convient de revenir. Boin s'intéresse à cette glande pinéale, la glande H, légendée H justement, sur la table 10, figure 10, et aux structures anatomiques voisines, avec leurs comparaisons traditionnelles dont elles font l'objet, les nates, les fesses, les testes, les testicules, et cette glande pinéale qui est comme le pénis du cerveau. Descartes utilise ces dénominations dans les Excerpta Anatomica, de même que dans l'homme, il a identifié la petite glande par la lettre H, comme dans la table de Boin. Descartes y situe l'imagination et le sens commun. Cette glande, il ne la nomme ni dans l'homme ni dans la dioptrique. Dans la correspondance de 1640 au médecin Messonnier et à Mersenne, il confirmera qu'elle est le principal siège de l'âme en livrant son nom. Le 24 décembre 1640, Descartes exposera à Mersenne la différence entre la glande pinéale et la glande pituitaire, en citant les glandes d'après leur terminologie latine et en distinguant leur insertion anatomique. La description du corps humain complétera la dioptrique et les passions sur la structure intracérébrale, les vaisseaux sanguins qui y sont implantés avec leurs anastomoses, les nerfs où circulent les esprits animaux, ainsi que les glandes pinéales et pituitaires. La dioptrique, comme les Excerpta Anatomica, puis la description du corps humain, ne contiennent aucune considération théologique ou téléologique. Le corps humain ne sert jamais chez Descartes à prouver l'existence de Dieu ou à admirer la perfection de la création divine et ne conduit pas aux louanges envers Dieu ou nature, comme c'est le cas dans les traités médicaux que Descartes connaît. C'est là une rupture avec les traités d'anatomie qui associent à l'étude du corps humain une surenchère de chapitres ou de paragraphes sur la structure particulièrement digne d'admiration du corps offert à la dissection. Ces ouvrages amplifient la tradition issue du De Usu Partium de Galien pour vanter par exemple l'admirable fabrique du cœur, l'admirable façon dont se fait la vision et l'admirable structure de la main. Ainsi lit-on dans l'anthropographie d'Oriolan-Fils que la fin de l'anatomie est pour manifester la gloire de Dieu et pour en rendre le respect plus auguste et plus vénérable. Du Laurence invoque même l'anatomie pour lutter contre l'athéisme. Il affirme que l'anatomie est utile non seulement pour se connaître, mais pour connaître Dieu. Les différences sont donc importantes entre l'homme et le discours de la méthode avec la dioptrique, et l'audace du propos justifie l'anonymat choisi pour la publication du premier livre de Descartes. La suite de son œuvre va confirmer la place importante de la médecine grâce à la présence de 3 éléments fondamentaux. 2 éléments thématiques complémentaires qui vont être développés et un choix linguistique. Les éléments thématiques sont la systématisation du mécanisme avec le cœur principe de vie et la comparaison du corps humain avec une machine. C'est une explication détaillée qui confirme l'enjeu du début de l'homme, et parce qu'effectivement dans le discours, il y a des emprunts qui sont faits à l'homme, notamment la dissociation du cœur et de l'âme et le silence sur le thème du cœur-soleil, comparaison encore présente chez Harvey et exemple paradigmatique du parallèle établi entre le microcosme du corps humain et le macrocosme de l'univers. L'homme impose aux questions médicales un cadre conceptuel inédit, celui de la systématisation du mécanisme avec le cœur principe de vie et sa chaleur alimentée par la circulation du sang. C'est ce thème fondamental que Descartes précise dans le discours de la méthode, qu'il détaille dans la description du corps humain et étend à une explication novatrice des passions de l'âme. Le discours de la méthode, faisant écho à la fin de l'homme, livre au public la systématisation du mécanisme en présentant un corps humain privé des âmes d'Aristote ou de l'école, un corps comparé à une machine où Descartes a placé le célèbre feu sans lumière. La systématisation du mécanisme ainsi établi en médecine sera confirmée dans la description du corps humain et les passions de l'âme. Que le corps fonctionne sans le recours à une âme conçue comme principe de vie est une rupture totale par rapport à la tradition philosophico-médicale qui, tout en essayant de préserver une âme unique, en invoque au moins 3 pour rendre compte des fonctions dites végétatives, sensitives et cogitatives de l'âme. C'est l'enjeu de la controverse sur la triple âme liée aux thèses du médecin Régius. Descartes rectifie et affirme : il n'y a
qu'une seule âme dans l'homme, c'est-à-dire la raisonnable. Anima in homine unica est, nempe rationalis. Le motif philosophique de la médecine cartésienne est l'élimination des fonctions non conscientes ou non cogitatives de l'âme. Avec le discours de la méthode et la dioptrique, Descartes fonde une nouvelle anthropologie qu'il va préciser dans les méditations, la description du corps humain et les passions. L'autre grand thème qui se met en place à partir de l'homme, c'est l'affirmation à la fois du dualisme et de l'unité de l'être humain. Pour Descartes, c'est l'union de l'âme et du corps qui permet de définir un vrai homme. L'expression qui apparaît à la fin de l'homme se retrouve dans le discours, puis dans la méditation 6. L'union de l'âme au corps est exposée dans l'analyse des sensations que Descartes appelle sentiment. Troisièmement, en rédigeant l'homme en français et non dans le latin des doctes, choix à nouveau assumé pour le discours de la méthode et les essais, puis pour la description du corps humain et les passions de l'âme, Descartes veut diffuser auprès d'un large public, le public de l'honnête homme, celui qui a été si bien décrit par Marc Fumaroli, mais Descartes nous dit, et même aussi les femmes, Descartes veut diffuser auprès d'un large public des conceptions scientifiques nouvelles, y compris médicales. Mais avant la description du corps humain et les passions, Descartes a souhaité convaincre les doctes, parlant et lisant le latin, de l'importance des questions médicales dans les méditations métaphysiques. Il a aussi rêvé que ces Principia Philosophiae, principes de la philosophie, qui abordent des thèmes médicaux, soient enseignés dans les collèges. Les questions médicales irriguent les méditations 1 et 6, ainsi que la fin de principe 4, avec des thèmes importants et discutés par les médecins et par les chirurgiens. Ces thèmes dépassent le cadre strictement médical, puisqu'il s'agit de pathologies qui concernent la question de l'union de l'âme au corps. Cette question est particulièrement obscure, comme le prouvent les traités sur la nature de l'homme, fondamentaux dans la tradition médicale depuis Hippocrate et Galien, et qui connaissent un regain d'intérêt au XVIIe siècle. La première méditation, dans un passage célèbre et controversé, évoque ces fous dont le cerveau est tellement ébranlé par les vapeurs de la bile noire qu'ils affirment avec constance qu'ils sont des rois alors qu'ils sont très pauvres, qu'ils sont vêtus d'or et de pourpre alors qu'ils sont tout nus, ou qu'ils ont une tête en argile, ou qu'ils sont tout entiers des cruches ou faits de verre. Je propose ici une synthèse entre l'original latin et la traduction du Duc de Luynes, revue par Descartes. Le lien entre mélancolie et folie continue à la fin du XVIe siècle et au début du XVIIe siècle à être souligné par les médecins. Du Laurence en France, Forestus aux Pays-Bas, Félix Plater en Suisse, avant le grand traité de Burton en Angleterre. André du Laurence doit retenir notre attention, puisque c'est dans son discours des maladies mélancoliques en 1597, beaucoup de rééditions, que Descartes a puisé les exemples cités dans la méditation 1 et dans la recherche de la vérité. Le traité de du Laurence a été réédité pendant tout le XVIIe siècle, traduit en anglais dès 1599, en latin cette même année par un médecin anglais, avant une seconde traduction latine en 1620 et les traductions en italien en 1626 et 1637. Il est bien sûr cité par Burton, Democritus Junior, dans son Anatomy of Melancholy, Oxford, 1621-1624. Du Laurence souligne qu'il y a plusieurs espèces de mélancolie. À côté de la mélancolie, dans les limites de la santé, existent, dit du Laurence, des mélancoliques qui ont aussi bien souvent la raison dépravée ou le cerveau offensé. Dans son discours, du Laurence recense des histoires de mélancoliques qui ont eu d'étranges imaginations. C'est dans ce chapitre que Descartes a puisé ces exemples. Le premier cas cité par du Laurence est celui d'un mélancolique qui pensait être devenu cruche et priait tous ceux qui le venaient voir de n'approcher de lui de peur qu'on ne le cassât. L'homme de verre est évidemment aussi, c'est le 10e cas dans la description qu'en fait du Laurence. Du Laurence qui ajoute, pour le regard de ceux qui pensent être rois, empereurs, papes, cardinaux, telles folies sont assez communes. Et il ne les cite plus, il n'en parle plus dans ce chapitre qui est réservé aux mélancoliques avec d'étranges imaginations, des imaginations
de fou. Ce qui frappe dans Descartes, c'est le choix qu'il a opéré dans la collection de mélancoliques atteints d'imaginations extraordinaires. Ainsi, Descartes ne retient que des exemples de cas cliniques de mélancoliques fous dont l'imagination est si perturbée qu'ils ne reconnaissent plus leur corps, qui pourtant est en pleine santé. Mais Descartes ne les cite pas tous. Descartes passe sous silence les cas des malades mélancoliques et fous qui se prennent pour des animaux. Descartes ne cite aucun des cas de mélancolie ou de folie liés à l'animalité, pourtant très présents dans les traités médicaux. Outre le cas de l'homme coq, sont surtout cités les cas beaucoup plus graves de lycanthropie, c'est-à-dire les délires mélancoliques de certains hommes qui s'imaginent être changés en loups. Du Laurence, lorsqu'il a fait le vrai portrait du mélancolique, a souligné que le mélancolique pouvait devenir un animal sauvage, ombrageux, soupçonneux, solitaire, ennemi du soleil. Et après avoir longuement montré cette transformation pathologique dans sa belle description du mélancolique, du Laurence demandait au lecteur: « Or juge maintenant, si les titres que j'ai donnés ci-devant à l'homme, l'appelant divin et politique, si ces titres peuvent compatir avec le mélancolique. » Au chapitre 1er de son discours des maladies mélancoliques, du Laurence avait, comme au début de son histoire anatomique, rédigé une louange de l'homme qui seul est par-dessus toute merveille. Du Laurence y louait l'excellence de l'homme, le chef-d'œuvre de Dieu et le plus noble de tous les animaux, pour qui tout l'univers est créé. Depuis le discours de la méthode, Descartes rejette les développements des traités médicaux sur le rapport homme-animal et les louanges envers le corps de l'homme conduisant à louer Dieu. La méditation 4 oppose à l'affirmation de l'homme comme fin de la création, en rejetant la recherche des causes finales en physique. Elle renouvelle aussi la question du rapport de l'homme à Dieu, en mettant notamment en avant la volonté qui me fait connaître que je porte l'image et la ressemblance de Dieu. En citant les mélancoliques, Descartes prolonge en outre l'étude du thème des maladies perturbant la perception qu'il a déjà abordé dans la dioptrique, en citant notamment les frénétiques. De même, la méditation 6 traite de questions médicales complexes déjà abordées dans certaines pages de la dioptrique. La méditation 6 reprend ainsi par exemple les indications anatomiques et physiologiques relatives d'une part au cerveau, ou plus exactement à une de ses plus petites parties, celle où s'exerce le sens commun et l'imagination. Elle évoque aussi la conception cartésienne de la liaison établie entre les nerfs où circulent les esprits animaux, parties les plus subtiles du sang selon Descartes, et l'endroit du cerveau d'où ils viennent et auquel ils aboutissent. Grâce à ces indications, Descartes fournit une explication de la douleur par la physique. Cette explication, qui repose sur l'union de l'âme au corps, est novatrice par rapport à la tradition médicale et permet de résoudre les difficultés, les contradictions ou les apories inscrites dans les traités de médecine que Descartes connaît. Idem pour les traités de chirurgie qu'il a consultés. C'est le cas de façon exemplaire lorsque la méditation 6 met en question la certitude du témoignage des sens. Descartes observe qu'il n'a pas seulement trouvé de l'erreur dans les jugements fondés sur les sens extérieurs, mais même sur les sens intérieurs. Car interroge Descartes, y a-t-il chose plus intime ou plus intérieure que la douleur? Descartes ajoute: et cependant, j'ai autrefois appris de quelques personnes qui avaient les bras et les jambes coupés, qu'il leur semblait encore quelquefois sentir de la douleur dans la partie qui leur avait été coupée. Observation qui conduit Descartes à penser que je ne pouvais aussi être assuré d'avoir mal à quelqu'un de mes membres, quoique je sentisse en lui de la douleur. L'exemple de l'illusion des amputés joue un rôle essentiel dans la construction de la méditation 6, puisqu'il permet ensuite à Descartes de montrer que la mutilation d'une partie du corps n'affecte en rien l'unité de l'âme. Une âme ou un esprit entièrement indivisible, joint à tout le corps et qui reçoit les impressions, non de toutes les parties du corps, mais seulement du cerveau, ou peut-être même d'une de ses plus petites parties, à savoir
de celle où s'exerce cette faculté qu'ils appellent le sens commun. L'explication de la douleur illustre l'union de l'âme ou esprit au corps, et l'union repose sur l'interprétation de faits médicalement constatés et expliqués par la physique. La méditation 6 prolonge les acquis de la dioptrique, montrant que c'est l'âme qui sent et non le corps, et qu'elle sent grâce au rôle privilégié que Descartes accorde au nerf et à la glande pinéale. Dans la correspondance de 1640, Descartes écrit que cette petite glande nommée comnarium est le principal siège de l'âme et le lieu où se font toutes nos pensées. Les raisons que Descartes invoque à l'appui de cette croyance sont la situation centrale, le caractère unique et l'extrême mobilité du conarium. Les articles 31, 32 et 34 des Passions de l'âme confirmeront la conception cartésienne de l'union qui repose sur la glande fort petite, située dans le milieu de la substance cérébrale et qui est le principal siège de l'âme. L'exemple de la douleur des membres fantômes dans la méditation 6 et son explication physique sont particulièrement remarquables à retenir comme échantillon du caractère novateur des thèses cartésiennes en médecine, parce que l'illusion des amputés ou douleur des membres fantômes ne parvenait pas à être expliquée dans les traités de médecine et de chirurgie. Dans la seconde moitié du XVIe siècle, les conséquences d'une telle opération sont finement notées par Ambroise Paré. Ce célèbre chirurgien fournit par rapport à l'exemple cartésien l'observation la plus intéressante. Paré observe en effet que les patients, longtemps après l'amputation faite, disent sentir douleur, est-ce parties mortes et amputées, et de ce se plaignent fort. Il note qu'il s'agit d'une chose digne d'admiration et quasi incroyable à gens qui de ceux n'ont expérience. Il qualifie cette douleur de faux sentiment. Le grand chirurgien qui est aussi Fabrice d'Acquapendente ne comprend pas non plus cette douleur et il estime qu'il y a simplement une explication par la grande sympathie que les nerfs ont avec le cerveau. Les recherches médicales de Descartes et les explications nouvelles qu'il propose au sujet des sensations, avec l'exemple privilégié de la douleur, font bien partie intégrante de sa philosophie, puisque la définition de la chose qui pense, méditation 2, principe 1, article 4, inclut les sensations, et que les sensations appartiennent à la pensée, ou plus précisément à certaines façons confuses de penser, qui proviennent et dépendent de l'union et comme du mélange de l'esprit avec le corps. Dans ces conditions, la constance avec laquelle Descartes se réfère à son explication de la douleur par l'union de l'âme au corps, comme il s'emploie à prouver l'union de l'âme au corps en citant l'exemple de la douleur, ne doit pas surprendre. L'article 2 de la seconde partie des Principia Philosophiae explique que par la douleur, nous savons que notre âme est jointe à un corps. L'article 196 de la quatrième partie prouve que l'âme ne sent qu'en tant qu'elle est dans le cerveau, en citant une expérience que Descartes qualifie de fort manifeste, celle de la jeune fille. Celle de la jeune fille qui souffre de douleur dans les doigts alors qu'on lui cache son amputation de la main. C'est la reprise de la description du cas clinique issu de la correspondance avec Fromondus, qui invoquait encore la tradition de la qualité dolorifique à l'encontre de l'explication cartésienne dans la dioptrique. Après avoir cité les mélancoliques fous dans la méditation 1, la correspondance de Descartes offre un autre cas de mélancolique, bien différent, celui de la princesse Élisabeth de Bohême. Élisabeth place d'emblée son échange épistolaire avec Descartes sur le terrain de la médecine, puisqu'elle invoque le serment d'Hippocrate et qualifie Descartes de meilleur médecin pour sa santé, celui qui va apporter des remèdes, comme l'indique la première lettre du 16 mai 1643. Auprès d'Élisabeth, Descartes, tout en rappelant qu'il n'est pas médecin, joue véritablement le rôle d'un médecin de confiance, doublé d'un philosophe donnant des préceptes pour la conservation de la santé de la princesse et préconisant les remèdes les plus adaptés à sa patiente, remèdes si salutaires selon Élisabeth. Descartes a en effet compris ce que la princesse lui a du reste plus volontiers confié avec franchise qu'à ses médecins, je cite, «
la part que son esprit avait au désordre du corps. Descartes a pris au sérieux l'affection qu'Élisabeth a elle-même désignée en parlant de mélancolie. Dans cette affection complexe qui met en cause l'âme et le corps, les philosophes sont depuis l'Antiquité aussi sollicités que les médecins. Élisabeth a donc raison de consulter Descartes sur une pathologie liée au premier thème sur lequel la princesse interroge le philosophe, la conception cartésienne de l'union de l'âme au corps. Les maladies mélancoliques produisent des souffrances physiques et psychiques étroitement mêlées, si mêlées que le terme de mélancolie désigne depuis la collection hippocratique à la fois l'humeur mélancolique, l'humeur noire en tant que constituant du corps, normalement purgée par la rate, et l'humeur au sens de disposition de l'esprit. Des signes caractérisant cette affection connue depuis l'Antiquité et des indices l'inscrivant dans l'histoire de la médecine autant que de la philosophie sont facilement identifiables dans la correspondance entre Descartes et Élisabeth. La mélancolie d'Élisabeth s'inscrit dans le contexte traditionnel d'une association de cette affection avec la rate, dont témoignent dans la correspondance les opilations ou obstructions de la rate de la princesse. La mélancolie d'Élisabeth se déploie aussi en référence avec la réflexion philosophique antique liant mélancolie et génie, mélancolie et être exceptionnellement doué. Descartes reconnaissant les exceptionnelles qualités intellectuelles de la jeune princesse. Élisabeth a non seulement reçu l'excellente éducation réservée aux filles de haute naissance, mais elle excelle aussi dans les raisonnements de la métaphysique, autant que ceux de l'algèbre, ce qui est rare. Si Élisabeth dit qu'elle a le corps imbu d'une grande partie des faiblesses de son sexe, ses lettres à Descartes montrent surtout l'excellence de son esprit et la profondeur de ses réflexions. Elle n'a pas 25 ans lorsqu'elle rédige en mai 1643 sa première lettre à Descartes. Princesse fort savante, elle s'intéresse à la philosophie, la politique et la poésie, qui sont depuis le problème 31 attribué à Aristote, mais rédigé par Théophraste, réputée potentiellement dangereuse pour l'équilibre tant physique que mental, et font des personnes qui s'y adonnent des malades virtuels soumis à l'influence de la mélancolie. De plus, l'esprit mélancolique d'Élisabeth, pour reprendre les termes de la lettre du 22 juin 1645, relève de la typologie traditionnelle de l'état mélancolique lié à la tristesse depuis les apophorismes d'Hippocrate. La spécificité de l'explication de la pathologie dont souffre Élisabeth repose sur le lien que Descartes établit entre la tristesse et les diverses affections dont souffre la princesse. Selon Descartes, la tristesse peut causer la fièvre lente, c'est-à-dire une fièvre persistante, menaçante, l'opilation de la rate et la toux sèche, maux dont souffre Élisabeth. La cause la plus ordinaire de la fièvre lente est la tristesse, écrit Descartes le 18 mai 1645, en rappelant l'opiniâtreté de la fortune à persécuter la famille d'Élisabeth. Oui, Élisabeth est une princesse exilée et au malheur politique de sa famille, elle est la fille d'un roi déchu, Frédéric V, qui a perdu sa couronne lors de la bataille de la Montagne Blanche. À tous ces ennuis familiaux, à tous ces ennuis politiques s'ajoutent des ennuis familiaux, puisque par exemple un de ses frères s'est converti au catholicisme et c'est un acte qu'Élisabeth qualifie de folie et elle écrit à Descartes que cette conversion lui a plus troublé la santé du corps et la tranquillité de l'âme que tous les malheurs qui lui sont encore arrivés. Selon Descartes, la tristesse cause également le mauvais tempérament du sang qui affecte la rate et les poumons d'Élisabeth, faisant redouter un accroissement de la toux de la princesse. L'accent ainsi mis sur le lien entre l'âme et le corps est d'autant plus intéressant à souligner que dans la lettre à Élisabeth de mai ou juin 1645, Descartes attribue également le mal de poumon qui a causé la mort de sa mère à quelque déplaisir. En livrant la seule allusion à sa mère et à la mort de celle-ci que l'on trouve dans son œuvre, Descartes indique en outre les moyens qu'il a personnellement utilisés pour venir à bout de la toux sèche héritée de sa mère et de la couleur pâle qu'il a gardée jusqu'à l'âge de plus de 20 ans, qui faisait que tous les médecins qu'il avait vus avant ce temps-là le condamnaient à mourir jeune.
Descartes dit avoir vaincu un mal presque semblable et même plus dangereux que celui dont souffre Élisabeth, et avoir triomphé du sombre pronostic médical par l'inclination qu'il a toujours eue à regarder les choses qui se présentaient du biais qui les lui pouvait rendre le plus agréable. Ce qui est original dans cet échange épistolaire, c'est que l'analyse très fine de ce cas de mélancolie féminine est présentée dans un cadre médical novateur, celui de la découverte de la circulation du sang. Descartes répond aux souffrances mêlées d'Élisabeth par rapport à ce nouveau contexte. Tout en soulignant les répercussions pathologiques de la tristesse dans le cadre médical rénové de la circulation du sang, Descartes met en avant le rôle pathologique de l'imagination. Descartes sait que l'exacerbation de l'imagination peut aggraver l'état de santé d'Élisabeth en retardant et ralentissant la circulation du sang, ce qui entraînerait, je cite, que les plus grossières parties de ce sang, s'attachant les unes aux autres, pourraient facilement lui opiler la rate en s'embarrassant et s'arrêtant dans ses pores. Et les plus subtils, retenant leur agitation, lui pourraient altérer le poumon et causer une toux qui, à la longue, serait fort à craindre. Cette analyse des désordres physiologiques consécutifs à l'état mélancolique où la tristesse domine et où l'imagination intervient permet ensuite à Descartes de préciser l'étroitesse de la liaison entre l'âme et le corps, aussi bien dans les songes que dans les passions. Descartes oppose l'imagination à la règle de la raison, au vrai office de la raison. Ensuite, Descartes expose le premier crayon du traité des passions de l'âme à Élisabeth. Descartes associe expressément les principes de physique aux passions, essayant de déchiffrer quels sont les mouvements du sang qui accompagnent chaque passion. L'importance des mouvements du sang, du feu qui est dans le cœur, du rôle du foie et de la rate sont cités dans cette lettre. Ce sont les principaux principes de physique sur lesquels repose la médecine cartésienne, avec l'affirmation de l'existence d'une liaison entre notre âme et notre corps, et l'explication, je cite, que la machine de notre corps est tellement faite qu'une seule pensée de joie ou d'amour ou autre semblable est suffisante pour envoyer les esprits animaux par les nerfs en tous les muscles qui sont requis pour causer les divers mouvements du sang qui accompagnent les passions. L'analyse de la mélancolie d'Élisabeth expose l'intrication entre le psychisme, la physiologie et la pathologie, sans oublier les indications thérapeutiques. Cette correspondance à fort enjeu médical est d'autant plus importante à rappeler qu'elle est à l'origine de la rédaction du traité des passions de l'âme, dont la spécificité est d'étudier les passions en physicien. Le traité des passions propose effectivement l'analyse psychologique et l'explication des phénomènes physiologiques qui caractérisent les passions. À ce titre, il prolonge l'étude du lien étroit entre l'âme et le corps, mis en évidence dans les lettres à Élisabeth. Ce traité, publié en 1649, insiste sur l'importance du cœur et du sang, bien au-delà de la première partie, à l'enjeu médical affirmé dès l'intitulé des passions en général et par occasion de toute la nature de l'homme, écho du titre d'un célèbre traité de la collection hippocratique commenté par Galien, De Natura Hominis. En effet, la seconde partie des passions précise à l'article 71 que tout le bien du corps dépend du cœur et du sang, corollaire des articles 7 à 10, avec notamment l'approbation de la circulation du sang, le ralliement à Harvée et l'appel à ceux que l'autorité des anciens n'a point entièrement aveuglés et qui ont voulu ouvrir les yeux touchant la circulation du sang. Ce traité des passions de l'âme est contemporain de la description du corps humain. L'origine de ce texte est mentionnée dans la correspondance avec Élisabeth. Descartes a alors repris des expériences d'embryologie et il a poursuivi la rédaction d'un autre écrit qu'il qualifie, dans la correspondance avec Élisabeth, de description des fonctions de l'animal et de l'homme. La préface de la description du corps humain, parallèle au début des passions, expose la différence entre un corps vivant et un corps mort, après avoir déploré l'ignorance de l'anatomie et des mécaniques qui fait dépendre la mort du départ de l'âme. De l'exigence de cette double connaissance,
de la structure du corps avec celle de ses organes, autrement dit, l'anatomie, et des mouvements qui régissent l'intérieur du corps, dont le fonctionnement est assimilé à celui d'une machine, les mécaniques, Descartes tire des conséquences importantes sur l'union de l'âme au corps, ainsi que sur leur action réciproque. La préface ou première partie de la description contient aussi une invocation à se connaître soi-même, appliquée à la médecine. Le fameux précepte socratique « Connais-toi toi-même » était alors invoqué dans les traités d'anatomie et les dissections pour montrer l'importance de la connaissance du corps humain et pour faire reconnaître la dignité de l'anatomie. La description du corps humain est un texte important qui ne concerne pas seulement l'approfondissement des acquis dans le domaine physiologique depuis le discours, en invoquant dissection et même vivisection d'animaux. La description du corps humain est un texte qui complète l'homme sur l'embryologie, thème sur lequel insiste Claire Sellier en publiant ce texte avec l'homme en 1664 à Paris. Après, la description à ce moment-là devient le traité de la formation du fœtus. Claire Sellier a minoré l'intérêt de la description du corps humain par rapport à l'homme, ce qui peut sembler d'autant plus paradoxal qu'il s'agit d'un inédit. Ce texte, contemporain de la rédaction des Passions et que Descartes a emporté à Stockholm, où il est mort 4 mois après son arrivée, est un texte important, même s'il est inachevé. La description ne concerne pas seulement le thème de la génération, étudié puis abandonné lors de la rédaction de l'homme. Elle contient aussi et surtout l'approfondissement des acquis dans le domaine physiologique depuis le discours et la prise en compte de la découverte des veines lactées par Azelius. Cet approfondissement est esquivé par la stratégie éditoriale de Claire Sellier qui insiste sur la primauté de l'homme, un texte pourtant dépassé par la publication du discours et de la dioptrique, et dont une traduction latine a été publiée 2 ans auparavant à Leyde par Schul. Cet aspect est accentué par les remarques de Laforge uniquement sur l'homme. La description est au moment de sa rédaction liée à la pratique de nouvelles dissections de mammifères à divers stades de leur développement embryonnaire, un texte profond et original, avec des explications mécanistes sur la génération des êtres vivants. La systématisation du mécanisme avec mise en avant du thème de la fermentation, appliquée non seulement à la chaleur du cœur, mais aussi au mélange des semences masculines et féminines, reste un thème novateur au moment de la publication posthume de la description du corps humain, en 1664. À cette date, la thèse du mélange des semences n'est pas encore dépassée, puisque Leeuwenhoek n'en verra qu'en novembre 1677 la célèbre lettre où il fera part de sa découverte des animalcules spermatiques observés grâce au microscope qu'il a fabriqué. Conclusion. Les textes médicaux de Descartes sont d'autant plus importants qu'ils accompagnent un moment crucial de l'histoire de la médecine occidentale, celui de la réception controversée du traité de Harvey. En insérant son approbation de la circulation du sang dans un contexte mécaniste novateur, Descartes joue un rôle majeur dans les modalités de cette réception, tant sur le plan médical que du point de vue philosophique, à partir de son ralliement explicite à la circulation du sang depuis son premier ouvrage publié, Le discours de la méthode, jusqu'au dernier texte publié en 1649, Les passions de l'âme. Le combat mené par Descartes pour tirer le domaine médical des difficultés et controverses a influencé durablement les médecins à partir de Régis. En dépit de certaines erreurs sur la cause du mouvement du cœur et sur les valvules des nerfs, Descartes a fécondé la recherche expérimentale et il a participé à l'immense tâche de refonte d'une anatomie rénovée et d'une physiologie aux conceptions renouvelées. La description du corps humain confirme la complexité de l'accès à la connaissance du corps, signalée dans le titre de la méditation 2, de la nature de l'esprit humain, et qu'il est plus aisé, notior, à connaître que le corps. Selon Descartes, le corps fonctionne par la disposition des organes et tire sa vie de la chaleur du cœur alimentée par la circulation du sang. Mais l'esprit humain est mieux connu que le corps parce que saisi
par le cogito. Je vous remercie de votre attention. Merci infiniment, Annie, pour cette magnifique exposé. Je laisse la parole à Franco Meschini, puis à Mattia Galati pour le débat. Mais je laisse tout d'abord la parole à Franco Meschini pour voir s'il y a des observations à faire à la fin de cette communication. Prego, Franco. Bene, grazie Igor. Prego. Intanto ringrazio di nuovo l'amica Annie perché ha fatto un quadro così preciso e ha seguito le varie fasi nelle opere e nelle lettere del pensiero medico cartesiano. Io vorrei richiamare l'attenzione sulla lettera del 1632 che giustamente tu dici appunto è stata in qualche modo sottovalutata, e vorrei sapere se secondo te è plausibile che quel momento, a partire da quei giorni, diciamo, in cui Descartes ha cominciato a fare delle anatomie delle teste, non si possa far risalire proprio a quel momento la sua convinzione che la ghiandola pineale fosse la sede dell'immaginazione e del senso comune, visto che a quella data Descartes non aveva ancora scritto la quinta parte dell'uomo, dove appunto la ghiandola pineale poi diventa centrale, mentre invece, come sappiamo, c'è solo un accenno nella prima parte alla ghiandola pineale, non c'è mai nella seconda, nella terza e nella quarta, e poi c'è questa, quando invece avrebbe potuto essere anche nelle altre parti. Basti pensare alla grande metafora della fontana reale, dove non si parla della ghiandola pineale. Ecco, allora chiedo se questa mia impressione può essere plausibile. Je te remercie beaucoup pour cette excellente question, extraordinairement difficile, sur la chronologie du développement de Descartes sur la glande pinéale. Je pense que cette année 1632, la fin de cette année 1632, est un moment essentiel qui bloque Descartes dans sa rédaction de l'Homme. Descartes doit à ce moment-là résoudre toutes les contradictions, toutes les apories qui existent dans les traités médicaux au sujet de l'union de l'âme au corps et surtout au sujet des divisions successives de l'âme dans les traités médicaux. Descartes commence à disséquer des têtes, et je pense que ce qu'il lui faut trouver, c'est le plus petit point du cerveau comme jonction entre l'âme et le corps. Et la glande pinéale, dans les sections du cerveau que l'on a à cette époque-là, effectivement, est la candidate idéale, vraiment la candidate idéale. Et ce qui est juste aussi, très juste, c'est que Descartes n'en parle pas du tout dans le discours de la méthode, mais qu'il y a des allusions dans la dioptrique. Régius, qui est un très bon lecteur, comme le sont du reste les premiers lecteurs du discours de la méthode, Plaimpius et Fromondus, Plempe et Froimont, posent tous les deux des questions essentielles sur le discours de la méthode. Régius a une originalité, il est médecin, il joint la cinquième partie du discours de la méthode à la dioptrique, et c'est ce qu'il faut faire, parce que dans la dioptrique, Descartes pose des jalons sur
le statut de cette glande qu'il ne nomme pas. Tu as tout à fait raison. Descartes ne nomme pas cette glande, il la nomme dans la correspondance de 1640 seulement. Mais il sait aussi que nommer cette glande, c'est soulever des controverses qui mettent en jeu la métaphysique, la théologie, et que c'est véritablement quelque chose de très grave. Il voit déjà les problèmes qui se posent sur la diffusion de la circulation du sang, car il ne faut pas oublier que la querelle d'Utrecht commence par les disputes sur la circulation du sang. La circulation du sang, non pas démontrée comme Harvey le fait, mais la circulation du sang lue à travers le prisme cartésien, c'est-à-dire, dès ce moment-là, la circulation du sang associée au mécanisme cartésien. Et c'est fondamental à retenir parce que c'est effectivement ce qui va marquer toute l'Europe. C'est que, au fond, très vite, quand on consulte les traités médicaux, on se rend compte que la lecture cartésienne a marqué les esprits. Elle a été déterminante. Et ça, c'est absolument fondamental. Quand on parle de Harvey, on ne rappelle plus qu'il est aristotélicien. Ça veut dire que quelque chose de très important se joue dans les écrits cartésiens et se joue aussi non seulement après la publication du discours, mais avec la publication du De Homine. Le De Homine de 1662, il est réédité en 1664. Ça veut dire que les exemplaires se sont écoulés. Ces exemplaires sont magnifiques, ils ont des illustrations qui sont très importantes, extrêmement intéressantes, y compris sur la structure intracérébrale. Il y a même des planches volantes avec la petite glande pinéale que l'on peut soulever et qui est effectivement mobile. Ce qui est très important aussi, c'est de comprendre qu'on ne lit pas le De Homine et on ne lit pas l'homme en 1664. Et d'abord, dans la traduction latine de 1662, comme ils sont. On lit et c'est joué dès les préfaces, dès la longue préface de Schule, dès la préface ensuite en 1664 de Clercelier. On lit ces textes à la lumière des textes que Descartes a publiés, le discours de la méthode, mais aussi les méditations métaphysiques. Que ce soit Schule ou Clercelier, dans leur préface, ils invoquent les Meditationes. C'est très extraordinaire ce télescopage qui se passe chez les lecteurs de l'homme dans les éditions posthumes. Ce qui est fondamental, à mon avis, à retenir, c'est que l'homme est un point de départ fondamental dans les recherches médicales de Descartes. Qu'à un moment, il est bloqué dans sa rédaction à cause de la lecture de Harvey, il doit refaire ses expériences. Il doit vérifier tout ce que Harvey a dit. Et ensuite, il est bloqué par l'audace folle de la dissection des têtes et de la proximité effective quand on ne dispose que des yeux, la similitude entre les têtes d'animaux et les cerveaux humains. Et il lui faut trouver cette toute petite structure au cœur de la substance intracérébrale qu'est la glande pinéale. Mais c'est vrai que nous en avons discuté et ce qui est frappant, c'est effectivement les allusions précises dans la correspondance et le fait que la glande ne soit pas nommée dans les textes de 1637, dans la dioptrique par exemple. Mais je pense que Descartes est conscient de l'audace de son propos, il pose des jalons, et d'ailleurs si on lit bien, c'est la fin du discours 4, il dit qu'il va aussi expliquer les marques d'envie, donc il pose des jalons pour des développements qu'il est en train d'assumer dans ses dissections.
Ça me paraît très, très important. Grazie, grazie. Merci. Lascio la parola a Mattia che può gestire il dibattito, anche se abbiamo fatto le 8, quindi direi che possiamo darci un tempo di un quarto d'ora, comunque penso che possiamo prendercelo per le domande. Prego Mattia. Perfetto, allora inviterei quindi chiunque volesse fare le domande ad utilizzare la funzione della mano. Nella parte superiore della finestra di Teams troverete il pulsante, il terzo pulsante, per prenotarvi per porre la domanda. Si vous avez des questions, vous pouvez communiquer l'intention de poser les questions avec la fonction de la petite main. Allora, vedo il professor Agostini ha alzato la mano, quindi sì, credo possa procedere intanto il professor Agostini per poi vedere se ci siano o meno altre domande. J'en profite puisque je vois personne et j'avais quand même une question à poser, une question qui me touche beaucoup. Il y a un lieu commun quand on parle de Descartes, c'est-à-dire l'idée selon laquelle il nierait toute forme de finalisme. Ce qui n'est pas vrai, puisqu'en fait, Descartes admet une forme de finalisme pour ce qui concerne l'union entre l'esprit et le corps. La sixième méditation, c'est incompréhensible. Si on ne reconnaît qu'à ce niveau, Descartes pense qu'il y a une finalité de la nature pour ce qui concerne le compositum. Mais ma question est la suivante. Puisque, comme vous l'avez remarqué, au niveau de l'anatomie, on peut constater une perfection telle qui renvoie à la perfection de Dieu dans la constitution du corps humain. Est-ce qu'à ce niveau-là, au niveau anatomique, on peut parler aussi du finalisme ou non? On peut dire qu'il y a un fonctionnement du corps qui dépend de la disposition des organes. D'accord? Ça, c'est très important. Mais ce que j'observe dans les textes de Descartes, c'est que le ton avec lequel il parle du corps, son vocabulaire aussi, est très différent du contexte médical qu'il a sous les yeux et qui vante les organes et l'extraordinaire harmonie qui règne entre les organes, la sympathie qui règne entre les organes, les correspondances qu'il y a entre les organes, etc. Descartes n'utilise jamais ce vocabulaire-là. C'est la disposition des organes, la chaleur du cœur dans le corps humain et la circulation du sang. C'est les grands thèmes qui font de ces thèses médicales une originalité tout à fait considérable dans le paysage médico-philosophique du XVIIe siècle. Mais je ne vois pas, enfin, vraiment, le fonctionnement du corps, c'est la disposition des organes. Alors, cette disposition des organes, je ne vois pas le mot finalisme qui y est accroché, mais on peut estimer qu'effectivement, mais il se trouve que voilà, c'est la disposition des organes. Je vois cela et ça m'impressionne beaucoup par rapport, au fond, les traités médicaux. Si l'on met de côté le traité de Harvey qui est très bref, les traités d'anatomie se caractérisent par leur grand nombre de pages. 1000 pages, c'est rien du tout pour un traité d'anatomie au XVIIe siècle. Donc, il y a les considérations philosophiques, les considérations téléologiques qui sont constamment présentes dans la présentation générale du corps humain et dans la description même de chacun des organes. Chaque organe, quand il est présenté dans les traités d'anatomie que Descartes connaît, il est immédiatement rapporté à l'harmonie de l'ensemble du corps humain et cette harmonie, elle est voulue par Dieu ou par nature. De toute façon, elle est mystérieuse. Descartes,
il dit le corps fonctionne par la disposition des organes. Il nous présente certains organes qui sont les organes principaux. C'est ce qu'on retrouve au début des passions de l'âme comme de la description du corps humain. Et ce sont eux qui font que le corps meurt et pas la disparition et pas le départ de l'âme. Donc, pour moi, c'est difficile de parler de finalisme du corps en raison même de l'écart. C'est un fossé, c'est vraiment, c'est abyssal la différence qu'il y a entre la présentation du corps par Descartes. D'abord, elle est très simple, disposition des organes, le corps dissocié de la théologie, le corps dissocié du vitalisme, le corps dissocié du finalisme. Mais c'est vrai que la question mérite d'être posée. Si je peux me permettre, juste une petite chose encore. D'accord, c'est très clair. Mais à ce point, est-ce qu'on peut poser une distinction entre les corps, disons, de la physique, les corps de la physique, les corps de la deuxième partie des principes, les corps de l'union et les corps de l'anatomie? C'est une excellente question. Ce qui est très important, le corps de l'anatomie, c'est ce corps qui est là, offert à la dissection. C'est ce corps que l'on présente dans les leçons d'anatomie. Et ce qui est tout à fait, ce qui est très étonnant aussi, c'est la manière dont Descartes en parle. Le corps, il fonctionne comme une machine. Il n'y a pas de doute. Les comparaisons du traité de l'homme sont très claires à cet égard, mais j'observe qu'on ne les retrouve pas dans le discours de la méthode. Mais ce corps humain chez Descartes, il est nécessairement lié à une âme pour former le vrai homme. Je crois qu'il faut tenir ensemble le corps-machine et le vrai homme, qui est la réunion du corps avec une âme qui n'est plus principe de vie, une âme qui est une âme réduite à ses fonctions cogitatives, un esprit, une mens. Mais on doit tenir ça ensemble. J'avoue que je ne sais pas faire autrement. Merci, merci. Perfetto, penso che ci sia una domanda del professor Meschini, quindi sì. Okay. Volevo intervenire su questo vostro dibattito, diciamo, e cioè io credo, chiedo a Danny appunto il suo parere, che come diceva lei, mi pare, per ciò che riguarda l'anatomia non c'è traccia di finalismo per ciò che riguarda l'anatomia. L'anatomia di Descartes non ha niente a che fare con da un punto di vista di discorso generale, diciamo, con l'anatomia di Galeno e quindi con l'anatomia poi degli anatomisti contemporanei. Io trovo la possibilità di intravedere il finalismo, e l'ho anche scritto, quando si passa dall'anatomia alla patologia. Neanche alla fisiologia, ma alla patologia, perché c'è una lettera se non sbaglio del 44 alla principessa Elisabetta in cui parla dell'architettura del corpo che tende a mantenere la salute e a ritrovarla se la perde. È vero, sì. E quindi questo pensiero è un pensiero che può incidere pertanto sul recupero della salute. Sì, è vero. E poi c'è un'altra osservazione, è che in Laforge, e però usciamo da Descartes, c'è almeno una nota, che è la nota laddove Descartes spiega la formazione dei nervi, e cioè come è fatto un nervo nella prima parte, sì. In cui Laforge scrive veramente una
una nota molto, almeno in una sua parte, diciamo retorica e, se vogliamo, veramente superata dai discorsi cartesiani, perché fa ricorso addirittura, cioè cita Galeno, cita Dio non fa nulla invano, ecco, quindi questo ovviamente, ripeto, è fuori di Descartes, però è interessante che, anche perché Stenone discuterà, anche se non lo dice, ma discuterà questa nota, secondo me, discuterà proprio questa nota di Laforge. Ecco fatto. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire le professeur Franco Aurelio Meschini. Grazie Franco. Je suis vraiment d'accord, et vraiment d'accord aussi sur le fait que, voilà, la diffusion des traités de Descartes, elle est très importante et que l'on doit toujours faire extrêmement attention aux citations de Descartes. Et je suis complètement d'accord avec le fait que Sténon, avant de rédiger son discours, qu'il a publié plusieurs années après avoir fait son intervention, a regardé de façon attentive le traité de l'homme avec les notes de Laforge. Je suis complètement d'accord et c'est très important de signaler cela. Grazie Franco. Il y a une question de Sylvain Charles. Vous pouvez activer le microphone et poser la question. Oui, merci. Merci Madame Videbol-Espériès pour cette conférence extraordinaire dont la clarté est à la lumière, est à la hauteur de vos écrits et de vos commentaires sur Descartes. C'est ce que vous avez répondu au professeur Agostini qui suscite ma question à l'instant. Parce que effectivement, dans le domaine de la physiologie humaine, on a l'impression que malgré tout, sans parler de vitalisme ou de téléologie au sens propre, il y a bel et bien une orientation fonctionnelle de la disposition des organes pour la vie. Bon, c'est pas juste une impression, enfin c'est clair dans les textes, je veux dire. Il y a, alors c'est pas un finalisme ou une téléologie au sens aristotélicien de manière très claire, mais selon ce que vous avez dit, que l'originalité principale de Descartes par rapport notamment à Harvey dans l'explication de la circulation du sang, c'est d'amener ça dans un domaine mécanique, en quelque sorte, de détéléologisation de l'explication de la circulation du sang. J'ai un petit peu de difficulté à mettre ça avec ce côté quand même orienté vers la perpétuation de la vie, de la disposition des organes, c'est-à-dire de l'orientation naturelle de l'organisme humain vers ça. Et je me demandais, selon l'originalité que vous avez mentionnée, puisque justement, ce n'est pas le fait que l'âme se sépare du corps qui occasionne la mort, si Descartes ne devait pas être obligé d'être confronté à l'obligation de fournir une explication physicaliste de la mort. Or, évidemment, je connais ces textes beaucoup moins bien que vous, mais je ne crois pas qu'il y ait ça chez Descartes. Donc, je me demande comment est-ce qu'il explique la mort en termes purement physiques dans ce cas-là. Donc, il y a comme deux questions dans mon intervention, si vous permettez. Oui, il y a deux questions dans votre intervention. Mais je pense aussi à une chose, c'est que si je me souviens bien dans les méditations, on peut faire intervenir la téléologie sur la question de l'union, parce que l'union est la meilleure possible. Hein. Donc ça, c'est important. Ça, c'est clair, mais je ne vois pas pour le corps. Mais c'est vrai que le corps fonctionne par la disposition des organes, et la manière qu'a Descartes d'en rendre compte, c'est une manière radicalement nouvelle.
C'est ça. C'est ce qui est le plus important, et c'est comme ça qu'il est reçu. Il est reçu de cette manière-là, d'abord dans la première université cartésienne, comme le dit Theo Verbeek, avec raison, Utrecht, et puis ensuite ses idées diffusent en Europe. Mais ce qui est très important, c'est quand il examine la mort, c'est véritablement une des principales fonctions, les principaux organes du corps qui se corrompent. D'accord? C'est vraiment ça. Mais comme l'a dit Franco Aurelio Meschini tout à l'heure, et il avait entièrement raison, Descartes pense aussi qu'il reste quelque chose comme un héritage de la natura medicatrix, notamment quand les corps sont jeunes. C'est-à-dire que les corps peuvent trouver en eux suffisamment de ressources pour se soigner. Parce que dans ces conseils thérapeutiques, il faut observer que Descartes est d'une extrême prudence, ce qui veut bien dire qu'au fond, il croit d'abord et avant tout à certains remèdes légers, surtout pas aux remèdes chimiques dont il faut se méfier, et il y a un héritage de la natura medicatrix. Ça me paraît très clair que dans la question de la pathologie et de la thérapeutique, on doit relire cela avec beaucoup d'attention. Mais alors, lorsque l'institution de la nature, qui est faite que l'être individuel subsiste dans son environnement, lorsque cette institution de la nature permet la corruption des organes, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est comme l'horloge qui se dérègle ou est-ce que c'est un processus naturel inscrit dans la nature? Il n'en parle pas en l'occurrence, il le dit juste pas. Merci. Merci beaucoup. Allora, credo che le domande siano terminate, quindi lascerei ancora una volta la parola al professor Agostini. Grazie Mattia. Je ne me reste que remercier infiniment Annie Bitt pour l'Espéris pour cette extraordinaire conférence. Merci Annie. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci infiniment. Merci de votre présence constante à ce séminaire et merci à tous les participants. Et je voudrais vous communiquer que la prochaine séance du séminaire, ça sera le 20 mai avec la conférence de Franco Meschini, justement, sur les maladies métaphysiques in Descartes. Mais je dois signaler que demain et samedi, nous avons à partir de 14h jusqu'à 21h les séminaires annuels du Centre cartésien de Lecce en collaboration avec le Centre cartésien de Paris, l'Institut cartésien de Paris, avec la participation de Dan Garber et d'autres spécialistes cartésiens. Donc, tout le monde est invité à participer à ce séminaire qui est cette année particulièrement riche. Merci encore à tous et bonne soirée. Grazie Annie, a presto. Grazie. Buonasera a tutti, grazie. Bonne soirée à tous. Grazie Mattia, a presto.